Bonjour messieurs et bienvenue dans Ça roule, l'émission vélo qui pédale dans la semoule. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui Ça roule s'est habillé de rouge. Pourquoi ça s'est habillé de rouge? Tout simplement parce que nous allons, nous allons revoir la preview de la Vuelta. Oui messieurs, le troisième grand tour de cette année 2023 après les victoires de la Jumbo sur le Giro et le Tour de France. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous avoir tous les deux, Nico à ma gauche et Pierre Marchand à ma droite. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, Pierrot. C'est les vacances au Pays Basque. Tout se passe bien. On est chaud et on est prêt pour cette Volta. Et moi, ça va aussi, toujours en vacances, un petit peu perturbé par ce dont on va parler, parce que ça me paraît encore assez loin, mais justement, ça rend la chose intéressante. Très bien messieurs, bah, moi ça me fait plaisir de vous voir comme ça, heureux de parler un peu de vélo. Je sais que vous y connaissez pas grand-chose, mais c'est quand même sympa de voilà, vous prendre une petite demi-heure pour essayer de parler un peu vélo. Alors vous avez le sommaire sur votre gauche. Aujourd'hui on va commencer par le tracé de cette Volta. Et puis je vais vous poser une question, une fois n'est pas coutume, est-ce que c'est un parcours qui vous excite? Oui, messieurs, est-ce que ce parcours vous excite? Il y a peut-être d'autres choses qui vous excitent, mais le parcours de la Vuelta. Et ensuite, on abordera les favoris de la Vuelta. Il y a des favoris, il y a du beau monde. Et je vous poserai la question suivante. Le Jumbo peut-elle réaliser le Grand Chelem, le triplé, après le Giro et le Tour de France, remporter la Vuelta? Oui, messieurs. Il faudra y répondre. Et ensuite, nous allons avoir une petite rubrique questions express. Je vais vous demander de répondre du tac au tac, en moins de 5 secondes, à l'intégralité de mes questions. Il n'y aura pas besoin de fournir d'arguments, donc ça va vous aider. Et enfin, je montrerai à tout le monde, à la France entière, vos pronostics, car vous m'avez envoyé vos pronostics pour la Volta, et mon Dieu, ils m'ont dérouté. Allez, messieurs, on y va tout de suite. On commence par le tracé. Alors, je vous avais montré rapidement la première slide, c'est cette carte d'Espagne. On voit qu'on part de Barcelone, on finit à Madrid. On va aller dans les Pyrénées, on va faire le Tourmalet, on va faire l'Angliru. Je vais pas m'attarder sur cette carte d'Espagne, à part juste dire un petit mot qu'on on va pas trop dans le sud, on va pas trop dans l'Andalousie. Il fera peut-être pas si chaud. Enfin, ça, on verra. Ce que je voulais dire surtout, c'est que on a 3 semaines. Je vous ai fait un beau petit tableau où on peut voir les étapes de montagne, les étapes accidentées, enfin plat avec montagne à la fin, les étapes accidentées, les étapes de plat et les étapes de chrono. Eh bien, moi, tout de suite, je vous présente un petit peu la Vuelta en vous disant qu'on a une Vuelta qui est plutôt équilibrée entre les 3 semaines, avec des étapes de montagne sur chaque semaine. 3 étapes de montagne la première semaine, avec 4 étapes accidentées. La semaine 2, on est à 2 étapes de montagne, une étape plat qui finit en côte, une étape accidentée. Et la troisième semaine, 2 étapes de montagne, une étape plat qui finit avec une côte, une étape accidentée. La semaine 2, c'est le Tourmalet. La semaine 3, c'est l'Angliru, juste pour information. Ce qui nous fait un total de 7 étapes de montagne sur l'intégralité du Giro, 2 étapes de plat avec un col à la fin. C'est comme ça c'est l'appellation donnée par la Volta. 6 étapes accidentées, même si certaines donneront certainement lieu à un sprint. 4 étapes officiellement de plat et 2 étapes de chrono. Une étape contre la montre par équipe pour commencer dans Barcelone, c'est la première étape. Et ensuite une chrono de 25 km, cette fois-ci qui sera individuelle. Eh bien messieurs, je passe tout de suite à la question. Je ne vais pas aller plus loin dans le parcours. Et je passe à la question de ce jour, au débat. Comment qualifieriez-vous le parcours de cette Vuelta? Est-ce un parcours parfait? Qui commence? Moi, je veux bien m'y essayer et je vais contre-attaquer direct. Ouf. Je trouve que tu parlais d'étapes de montagne dès la première, deuxième semaine. Ouais, ok. Enfin, quand même, le gros du morceau, c'est sur la troisième semaine, Oui. notamment à partir de l'étape du Tourmalet. Et donc, notamment pour cette raison, je ne dirais pas que le parcours est parfait. Je trouve qu'il est un petit peu déséquilibré. Il est trop copieux en termes de montagne, de répétition d'étapes dures. Mémoire, celle du Tourmalet le lendemain et celle de l'Angliru le lendemain. Et c'est très bien d'enchaîner les étapes de Alors, montagne. l'étape du Tourmalet, c'est la 13e étape et l'Angliru, c'est la 17e. Il y a une semaine d'écart entre les Oui, deux. mais justement, ce que je veux dire, c'est que la 14e étape est aussi dure, voire plus dure que la 13e, et que la 18e est plus dure que la 17e de l'Angliru. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 enchaînements de 2 étapes dures, et Oui. ça c'est très bien. Mais ça a lieu sur la troisième et dernière semaine. Donc
Voilà, c'est d'abord le passionné du Tour de France qui parle. Des tours, on dit, où les coureurs, et à juste titre, disent oui, mais bon, attendez, la 3e semaine est difficile, donc les 2 premières, on en garde un petit peu. J'en ai entendu, ça m'a énervé, ça m'a frustré, et là, j'espère que le scénario ne se reproduira pas dans le cadre du Tour d'Espagne. Alors, Voilà, Walou, avant de donner la parole à Nico, sur la première semaine du tour, on a l'étape 3 qui arrive en Andorre. L'étape 6, l'Observatoire de Javalambre, qui est encore une fois une étape de montagne. On a l'étape 8 et l'étape 9 qui seront très dures avec une arrivée en col. Ça fait déjà une première semaine où on n'aura pas un gars de la Cara Rural maillot rouge, hein. Mon propos pour être précis, c'est qu'on a effectivement des étapes dures dans les 2 premières semaines, mais c'est des efforts quand même assez courts et on est loin des enchaînements de montagnes où on peut avoir des écarts importants. C'était ma remarque, allait dans ce sens. Mais ça n'empêche pas une explication dans les 2 premières semaines, mais je pense que pour avoir des grandes manœuvres, il faudra attendre la dernière. Mais je peux me tromper et j'ai beaucoup parlé, donc je laisse la parole à mon acolyte. Je suis Ouais, content de revoir Marino. Nicolas, est-ce qu'il a un avis? J'imagine que tu n'as même pas encore regardé le parcours, toi. C'est au jour le jour. Et je suis content de retrouver l'émission après 2 no-shows, je crois. Mais ça y est, je suis de Attention, le retour. 3e, c'est exclusion, hein. Troisième, sanction. C'est pour ça que je suis là. Non, moi, ce parcours, je le trouve excitant. Alors, bon, c'est de la Vuelta pure vue dans le sens où elle est très montagneuse. Tu l'as bien précisé, on a 9 arrivées au sommet. Donc, on retrouve les standards de la Vuelta, voire même un petit peu plus élevés. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un chrono qui est court. On a un petit peu moins de chrono que l'an dernier. Ça, moi, je suis plutôt. J'aime bien. J'aime pas quand il y a trop de chrono parce que ça fait la part belle aussi aux purs grimpeurs qui ont peut-être l'occasion de plus s'exprimer. On a un chrono par équipe. J'aime bien cette épreuve qui est en plus au tout début, qui fait 14 km. Je pense qu'on aura peut-être des petits écarts, mais qui ne seront pas très significatifs. Et je trouve ça plutôt intelligent de l'avoir mis dès le début du parcours. Et je trouve que c'est assez joli à voir. Chose aussi toute bête, mais ça part de Barcelone, ça arrive à Madrid. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on a ça dans la Volta. C'est la première ville d'arrivée Barcelone et ville de départ Barcelone et ville d'arrivée Madrid. C'est la première fois Ça, qu'on c'est a ça. excitant, Nico. Ouais, moi j'aime bien. Que ça relie ces 2 grandes villes. Je trouve ça bien. Regarde, c'est la première fois que ça arrive, donc c'est pas mal. Ça veut dire que les organisateurs innovent un petit peu. Et non, et ce qui m'excite au-delà de tout ça, c'est toute cette montagne. Alors effectivement, peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il y en a trop, peut-être que ça va se regarder jusqu'à la 17e étape, mais même si je ne crois pas. Mais moi, voilà, tout ça, ça m'excite parce que ça ouvre le plateau à de très nombreux coureurs, à des profils très grimpeurs, pas qu'à des profils rouleurs-grimpeurs. Donc, je suis assez excité par ce qui est proposé. Alors, bien sûr, si on est sprinter, ça ne sert à rien de se mettre sur la Volta. Il n'y a que 4 étapes de plat qui ont été, qui sont dites comme plat. Donc, c'est sûr, c'est compliqué. Mais voilà, moi, je suis assez excité, pas très excité, mais assez excité par ce qui nous attend. Alors, juste pour apporter quelques précisions, donc j'entends que Nicolas est un peu plus excité par le parcours que Pierre Marchand. Il y a quand même quelques étapes accidentées dans la première semaine qui sont classées comme accidentées par la Vuelta, mais qui donneront lieu vraisemblablement à un sprint massif. Je crois que c'est l'étape 5, 4 et 5. Donc je pense que les sprinters, ils auront quand même de quoi se régaler. Et moi, honnêtement, je trouve que le parcours est quand même intéressant. Je vous l'ai dit, équilibré. Moi, alors, à contrario de Nico, je trouve que c'est un peu dommage que le contre-la-montre que fasse uniquement 25 km. J'aurais préféré un contre-la-montre de 50 bornes de plat pour justement avoir différentes variétés de coureurs qui s'expriment. À la fois le contre-la-montre qui pourrait donner des écarts pour les gros rouleurs et puis la montagne qui permettrait aux grimpeurs de récupérer. Mais écoutez, j'ai entendu vos 2 points de vue. Est-ce qu'il y a des étapes en particulier qui vous intéressent ou pas forcément? Des étapes que vous aviez pointées. Ouais, Non, Nicolas qui lève le doigt. oui, j'ai levé le doigt, mais merci pour ta vigilance. Oui, et je trouve aussi excitant parce que le parcours, à un moment donné, fait quand même la part belle à la France avec une fantastique étape qui est l'étape 13, qui va être, je pense, juste magnifique à voir. 135 km, 4000 mètres de D+, et on a 3 magnifiques cols en France, Aubisque, Spandel, Tourmalet. Et même chose, ça, dans le Tour de France, ça n'a jamais été fait, l'enchaînement de ces 3-là, sur une même étape. Donc, je trouve ça assez sympa d'avoir ça et d'avoir ça quand même en France chez nous. Et puis dès le lendemain aussi, Pierre l'a dit, et à juste titre, on a un enchaînement qui va être très dur parce que l'étape qui suit, il y a la Ourcère dans le
toujours en France, donc on sait à quel point c'est difficile. On a 13 bornes à plus de 8%. Ensuite, ils enchaînent avec le port de l'Aro et ils finissent avec un col de première catégorie. Donc, on a 2 enchaînements d'étapes avec l'étape 13 en France et l'étape 14, même chose en France. Donc, pour ça aussi, c'est assez chouette, je trouve, cette incursion française. Et peut-être je pense qu'on va en parler, mais voilà, on a quand même l'étape de Langlirou qui va être évidemment attendue, l'étape 17 de Langlirou qu'on ne présente plus. Et je vais peut-être laisser Pierrot après en parler, ou toi, si tu veux, je pense que tu as Ouais, ça sous la main. on va demander à Ouais, Pierrot est-ce qu'il y a des étapes qu'il a cochées, il va poser un télétravail. Il sera en télétravail, bien évidemment. Oui, plus télé que travail. Non, alors moi, la question initiale quand même qui était posée, c'est est-ce que ce tracé est parfait? Et effectivement, je répondais plutôt par négative. Par contre, est-ce qu'il est excitant? Oui, il y a effectivement différentes raisons qui me poussent à le trouver excitant. Et t'évoquais le chrono. Il faut quand même, moi, je trouve qu'on a beaucoup de rouleurs dans les prétendants à la victoire générale. Donc, je serais très curieux d'avoir le classement et aussi les écarts que va faire un Vingegaard, est-ce que Remco va justifier son titre de champion du monde, est-ce que le père Roglic va montrer qu'il est toujours dans la course. Bref, ça pour moi, ça va être une curiosité quand même qui vaut le détour. Et pareil, sur les étapes de montagne, je disais que c'était trop copé en troisième semaine, mais je serais content de regarder l'étape du Tourmalet, du lendemain. Il y a de quoi faire. Voilà, donc parmi les étapes que j'ai ciblées, le chrono et les étapes de montagne en troisième semaine, mais c'est peut-être parce que je voudrais qu'elle soit dès la deuxième semaine que j'étais un petit peu Alors, chagriné. je te coupe, Pedro, et je vais clôturer première question, premier débat. Est-ce que vous avez regardé l'étape 20, l'avant-dernière étape? Magnifique, et oui, cette c'est une classique. classique entre Ouais. Manzanares et Guadarrama, 208 km, il y a plus de 4000 mètres de D+, je suis en train de la montrer à l'écran. Intéressant ça, la veille de l'arrivée. Ouais. Bien Ah, c'est sûr, génial. Moi, peut-être que le classement sera déjà fait et ça sera un coup d'épée dans l'eau, mais je trouve ça très intéressant de la part des organisateurs d'avoir mis ce genre d'étape à la toute fin, quoi. Une étape ouais, c'est très difficile de contrôler en tout cas et qui peut donner lieu à quelque chose de magnifique à regarder. c'est assez cool. Ouais, comme tu dis, hein, si les écarts sont faits, ça a vraiment d'intérêt. Mais s'il il y a encore des écarts de quelques poignées de secondes, ça va être super intéressant. Elle va être terrible cette étape, hein. C'est l'étape la plus longue de la Vuelta. Et comme tu as dit, c'est vraiment on est sur une classique. Il y a 10 ascensions, hein, une répétition de 10 ascensions de troisième catégorie. Donc, il faudra encore en avoir un petit peu sous la pédale pour terminer fort cette Volta et éventuellement peut-être chipper une première place qui se jouera peut-être encore sur cette 20e étape. On va Ouais, avoir c'est génial. En vrai, cette 20e étape, elle est géniale. le mot de la fin par Pierrot avant de passer à ce qui nous intéresse, les favoris. Par rapport au parcours, Oui, toujours, on est sur ce sujet, hein. on est toujours sur le parcours. Non, mais je vous rejoins. Enfin, je vous rejoins sur le fait que il y a matière. Après, je pensais pas le faire sur une émission de vélo, mais je vais rendre un hommage à Titi Adam et en disant que ce sont avant tout les coureurs qui font la course. Ah, c'est beau. On finit là-dessus, on passe tout de suite au sujet numéro 3, les favoris de ce Tour d'Espagne. Et donc je vous affiche le classement des favoris, voilà, que j'ai fait très rapidement. J'ai vu une start-list qui n'est même pas terminée. Voilà, j'ai pris un peu les noms, je les ai mis. J'ai mis des étoiles. Je vais vous les lire. Ah, tu t'es mouillé un petit peu quand même Et par rapport au t'as chrono bossé, hein, des t'as mondiaux. bossé, T'as bossé, hein, t'as t'as bossé, bossé. t'as bossé. Franchement, là, c'est incroyable. Ah ouais, C'est bien fait. je suis C'est impressionné. très bien fait. Mais bon, en tant que Normand, j'aurais voulu en mettre encore 10 de plus, mais malheureusement, les start-lists n'étaient pas terminées. Voilà, monsieur, les favoris, le plat principal de notre discussion, les favoris, les 3 étoiles. J'ai mis que des vainqueurs de grand tour. Vingegaard qui vient de remporter le Tour de France, Evenepoel, le vainqueur sortant de la Vuelta, et Roglic qui a gagné le Giro 2023. Ensuite, 2 étoiles, j'ai mis l'équipe UAE avec Almeida Ayuso, le prodige espagnol qui a fini 3e de la Vuelta l'an dernier. Enric Mas, deuxième l'an dernier de la Vuelta, qui sort de blessure du Tour. On verra s'il sera remis. Guérin Thomas, deuxième du Giro cette année. Carapaz, l'énigme, j'ai mis 2 étoiles. Voilà, par rapport au passif de Carapaz, même si j'y crois moyennement à ces 2 étoiles. Et puis une étoile, là, j'ai mis un peu le fourre-tout. Vlasov Kamna, Hugh de Brock de la Bora. Arensman aussi intéressant. Normalement, s'il le fait avec Thomas chez Ineos. Eddie Dunbar qui avait réalisé un très bon Giro, il a fini à 7ème place. Hugh Carty, Mikel Landa, je ne sais pas s'il participera, mais je l'ai mis parce que Landa, il fait toujours la Vuelta.
Caruso qui a fini 4e du Giro. Romain Bardet, je crois prévu qu'il participe, donc je l'ai ajouté. C'est le but. Luis Mentiès, toujours là, l'inamovible Mentiès. Et puis bien sûr, je mets Mikel Derman et Kuss. Voilà, ils ont tellement une grosse équipe, Jumbo, que tu peux les mettre. Euh, euh, Peut-être petit commentaire sur cette liste. Est-ce qu'elle est complète pour vous? Est-ce qu'il manque quelqu'un? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai omis? Elle est très bien ta liste. Le seul risque, c'est qu'il y a des coureurs qui qui se présentent plus au départ et qui soient retirés de ta liste. Mais sinon, je pense qu'elle est assez complète. Tu as été assez exhaustif. Bon, après, c'est vrai que tu as mis Kuss, Kelderman en une étoile. C'est sûr que de par leur qualité, ils seront à l'avant. Bon, de là à en faire des favoris, c'est sûr que c'est encore différent. Mais S'il se passe quelque chose. S'il se passe quelque chose dans cette course. Ouais. Bardet, vous avez des news sur Bardet? Bardet qui est pressenti pour faire la Volta? C'est qu'il puisse faire la Volta, ouais, s'il a un niveau de forme suffisant. Ok, j'avais pas eu cette info. Intéressant. Pierre, s'il n'y a pas de commentaire, on passe tout de suite au débat numéro 2. Pas de commentaire. Pas de commentaire, messieurs. J'en ai un. Ah, un commentaire. J'en ai un petit. Vous l'avez vu, c'est pour nos éditeurs. Tu as parlé de Mikel Landa et on s'est arrêté une seconde pour dire qu'il rejoint Quick Step. Merci pour cette information. Voilà, c'est pour les auditeurs. Quitte la barre. La remarque de Nicolas me fait émerger une remarque de mon côté, c'est que Pierre, en fait, les 3 étoiles, c'est les 3 derniers vainqueurs des grands tours. Ouais. Donc la logique est respectée. Ouais, j'essaie de ne pas mettre n'importe quoi. Messieurs, on passe tout de suite au débat numéro 2 de cette Volta 2023. Qui peut empêcher la Jumbo de gagner et de réaliser le triplé, le Grand Chelem? Messieurs, qui commence? Qui a une idée? Qui veut parler? Qui sait ce qui va se passer? Qui a lu dans la boule de cristal? Nico? Allez, je me lance. Moi, je pense que ça va être difficile d'empêcher la Jumbo de gagner cette Vuelta. On en parlera après, mais moi, j'en fais clairement je fais de Primož Roglič mon favori à cette Vuelta pour plusieurs raisons. Parce que tout simplement, Roglič, sur toutes les courses sur lesquelles il s'est aligné cette année, c'est-à-dire Tirreno, Tour de Catalogne, Giro, il a fini tout le temps premier. Voilà, il a fait aucun autre résultat que premier cette année. Il a gagné 3 Voltas, tu l'as bien dit. Il a déjà gagné 10 étapes de la Volta et je pense qu'il est en mission, que la Jumbo est en mission, qui vient tout simplement pour remporter cette 4e Volta et faire c'est la question et je pense que la Jumbo est en mission pour ça, réaliser un triplé historique. Giro, Tour de France, Volta, et on le voit avec l'équipe qu'ils ont mis, le fait qu'ils fassent venir Vingegaard, c'est pas anodin, le fait qu'ils fassent venir Kuss qui a fait le Giro et le Tour, je pense que c'est pas anodin, donc je pense que ça va être très 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 dur d'empêcher la Jumbo de gagner au vu de leur équipe et au vu de leur leader Primož Roglič. Maintenant, si je dois vraiment répondre à ta question, et peut-être que je vais prendre un contre-pied, je pense qu'il y a une équipe, et pas encore, mais une équipe qui va empêcher Jumbo de réaliser ce triplé, c'est UAE, avec Ayuso et Almeida, que je mets sur un peu la même... franchement, j'ai eu du mal quand tu nous as demandé de faire notre top 10 à voir qui allait terminer devant entre ces deux, à savoir qui allait être le leader. Quand tu vois les résultats des deux, donc Ayuso, 3e de la Volta 2023, mais Almeida, cette année, il fait 2 du Tirreno, 3 du Tour de Catalogne, 3 du Giro. Il est juste dans une forme de dingue. Il fait 5 de la Volta l'an dernier. Et donc, je pense qu'à eux deux, ils peuvent justement, avec ces 2 co-leaders, ils peuvent venir bien embêter, bien titiller la Jumbo. Il y a évidemment, je pense, la revanche aussi un peu du Tour de France qui est là derrière la tête. Et je pense qu'ils ne voudront pas qu'il y ait à nouveau la Jumbo qui les batte et qui gagne ce tour. Ils ont vraiment une superbe équipe et je les vois, eux, pouvoir rivaliser. Je mets Evenepoel et Mas et je terminerai là-dessus peut-être en deuxième rideau parce que, alors, bien me tromper, mais je pense que même si Evenepoel il est dans évidemment sa super forme, c'est l'un des grands favoris. Je pense que le tour est très montagneux pour lui. Je pense qu'on va être dans un tour où il y aura des attaques de partout entre les gars de la Jumbo, UAE, entre des Mas, des Carapaz, des Dunbar, des Arensman. Et Remco est plus quelqu'un qui aime lisser, contrôler, faire ses efforts à son rythme. Et je pense que ce genre de... tous les coureurs qui l'entourent vont pouvoir vraiment venir l'embêter et je pense que Remco sur une étape va avoir un coup de moins bien, donc je le vois un peu moins rivaliser. Il aura une équipe beaucoup moins solide aussi, donc je le vois un peu moins contrôlé. Voilà, donc je terminerai par ça. Et Mas, voilà, je le vois un petit peu en retrait aussi au vu de ses résultats de cette année.
Donc je vois vraiment UAE pouvoir rivaliser avec Jumbo pour répondre à la question, mais malheureusement, je ne vois pas. Ils vont pouvoir les embêter, les titiller, mais je vois Jumbo gagner cette Volta 2023. Oula, alors là, on a déjà beaucoup d'informations. Ce que je retiens, c'est que pour toi, Jumbo, oui, mais pas avec Vingegaard, avec Roglic. Et Evenepoel, Vingegaard, tu les mentionnes à peine. Donc deux de mes 3 étoiles ne seront pas forcément là. Principal rival pour toi, c'est UAE. Pierrot, est-ce qu'on peut avoir un avis d'un spécialiste? Parce que là, on a entendu voilà, quelqu'un bien sympathique, mais on voudrait un spécialiste maintenant. Alors, un spécialiste trompette. Par rapport à ce qu'a dit Nicolas, hein, j'essaie de rebondir. Je pense que Remco, effectivement, a une équipe bien faiblarde au regard de UAE et Jumbo, ça c'est évident. Par contre, Remco, il est quand même sacrément costaud. Donc, ça va quand même être compliqué de lâcher sur des longues ascensions. Au chrono, il ne devrait pas être loin de la victoire. Et pour moi, et c'est pour ça que j'en parlais au tout début de l'émission sur le parcours, on n'a pas, j'insiste, hein, lourdement, mais on n'a pas d'enchaînement d'étapes de montagne avant l'étape 13 ou 14 du Tourmalet, je ne sais plus. En fait, on n'a que deux enchaînements de 2 étapes dures. Et pour moi, si j'ai un point d'interrogation vis-à-vis de Remco, c'est sur sa capacité, d'une part, à performer sur des étapes de haute montagne à plus de 4000 mètres de dénivelé, et aussi d'enchaîner, de répéter des efforts du jour au lendemain sur ce même type d'étape. Moi, j'ai une petite interrogation là-dessus sur sa capacité de Malgré, récupération. Et la bonne nouvelle, c'est que ça intervient qu'en 3e semaine. Donc, et ça arrive que 2 fois. Donc, je dirais que c'est plutôt en la faveur de Remco. Donc, je le vois comme un prétendant sérieux. d'accord. Malgré sa victoire l'an dernier, tu as quand même encore des doutes sur les enchaînements d'étapes de montagne à haute altitude. Ouais, de mémoire, en 3e semaine, je l'avais quand même trouvé moins souverain. Il avait commencé à lâcher du temps sur Roglic, qui n'était pas non plus pourtant monstrueux, hein, mais qui faisait. Ce que je veux dire, c'est que Roglic ne gagnait pas, mais il gagnait quand même, il reprenait quand même du temps sur Remco. Effectivement. Donc oui, j'attends de voir, tout en étant impressionné par les capacités de Remco. Mais je pense que là-dessus, il a peut-être encore quelque chose à prouver. Par contre, sur des courses de côte ou sur des chronos, je pense qu'il a grand-chose à prouver. Dans un grand jour, il est capable de lâcher tout le monde. Voilà pour Remco. D'accord. Et donc, du coup, pour toi, c'est pareil. Si je comprends bien, ça sera la Jumbo. Pas de mystère. La Jumbo, pas mystère. Je Pas n'ai de pas mystère. compris votre question, monsieur. La Jumbo qui va s'imposer sur cette Volta. Tu me dis que Evenepoel sera un prétendant sérieux, mais qui risque malheureusement d'avoir encore quelques lacunes sur la succession d'étapes 13, Ouais. 14, 17, 18. Donc pour toi, tu vois forcément la Jumbo. Et alors tu vois, quand je dis Jumbo, c'est qui? C'est Vingegaard, c'est Roglic? Alors, moi, je rebondis toujours sur ce qu'a dit Nicolas et promis, après, je réponds à ta question. Je vois Bien aussi sûr. la UAE jouer un grand rôle, mais je pense qu'Almeida, qui fait une excellente saison, hein, là-dessus, il n'y a pas de débat, mais je le vois un petit cran en dessous. Pour moi, la 3e place, ça serait son plafond de verre. Par contre, je pense qu'un coureur comme Ayuso est promis à un grand avenir, et s'il y en a un qui doit faire la différence au sein de la UAE, je verrais plus Ayuso. Parenthèse fermée par rapport à ce que disait Nicolas. Par rapport à la Jumbo, alors oui, je sais, là, je vais me faire étriller en public. Je sais pas pourquoi, mais Vingegaard, je le sens pas. Vingegaard, il n'y a pas de débat possible. À son meilleur niveau, c'est le meilleur coureur du monde. On va pas refaire le débrief du Tour de France. Mais dans quelle disposition il sera pour cette Volta, tant en termes physiques, notamment sur sa récupération et son niveau de fraîcheur, que mental. Est-ce qu'il y va vraiment pour essayer de faire un doublé historique? Est-ce qu'il y va aussi pour voir, et si jamais ça se passe bien sur les 2 premières semaines, essayer de gagner un 3e? Est-ce qu'il y va plus comme un soutien pour Roglic, pour d'une certaine façon lui rendre l'appareil? Pour moi, ça, c'est pas clair du tout. Et force est de constater dans le passé, alors après, il n'y a pas toujours le même écart entre le Tour de France et le Tour d'Espagne, que c'est quand même compliqué de gagner le Tour et d'être très performant sur la Volta derrière. Voilà pourquoi je mets plutôt Roglic que Vingegaard. Et avant de rebondir sur ce que tu as dit, qui a déjà gagné Tour de France Volta? Le Tour? Froome, il me semble, l'avait fait il n'y a pas si longtemps, et 2017. 2017. Ouais. C'est le seul à l'avoir fait avec le format avec la Volta qui débute fin août. C'est le seul. Ouais. Et qui a fait le Giro Volta? Ça vous dit quelque chose? Dans la même année? Contador. Contador Alors, 2008. Ouais.
Donc ça remonte à longtemps également. C'est pas si fréquent, mais effectivement, je comprends que c'est sûrement plus facile d'enchaîner Giro Volta que Tour Volta. Mais Et ça, moi, juste pour. Ah, rebondis, vas-y, vas-y. fini. Je te laisse rebondir sur ce Ouais, qu'a je dit voulais Giro. rebondir. Je suis assez d'accord avec lui. Même si moi, Vingegaard, on le verra après, je le vois quand même faire, être là et faire une belle place. Mais moi, je pense, même chose, je ne sais pas dans quel état ils viennent avec lui, mais quand tu regardes leur startlist, alors qui est pas encore définitive, mais quand tu vois qu'ils mettent Vingegaard, Kuss, Kelderman, Van Barle, Valter Racing, ils font all-in quoi, sur la Volta. Enfin, là, leurs ambitions sont claires. Ils veulent vraiment Ils sont réaliser pas là pour ce. manger des chorizos. Ah, mais clairement. Et je pense qu'en mettant aussi tous ces gars-là autour de Roglic, enfin, ils viennent vraiment pour aussi semer aussi peut-être un peu de pagaille, un peu de confusion. Enfin, ça va être terrible à lire pour les adversaires. Si tu as dans les groupes final, tu as un Kuss, tu as un Vingegaard, un Roglic qui sont ensemble, derrière, bon courage pour y aller. Moi, je trouve, en voyant leur équipe, je trouve que c'est l'une des équipes évidemment les plus fortes qu'ils ont jamais mises là sur ces derniers grands tours. Ils font vraiment un all-in et pour moi, ils sont en mission là, Jumbo. Là, ils sont vraiment en mission pour remporter cette Volta. Je pense que Roglic est quand même le leader au vu de ses performances de cette année. Vingegaard arrive, enfin si ma piste c'est ça, Vingegaard arrive en super soutien, en soutien de luxe de Roglic. Après, je ne sais pas jusqu'où il va aller, Alors, je jusqu'où te il va pouvoir coupe. l'accompagner, Tu penses mais réellement qu'ils c'est ma théorie. réfléchissent comme ça, Jumbo? Tu te dis pas qu'ils vont jouer deux cartes comme ils ont Bah, l'habitude de faire? Et il y a déjà l'étape 3 en Andorre qui va permettre un petit peu de voir où est-ce qu'on en est. Il y a l'étape 6. Déjà, la première semaine, tu bah, arrives le lundi, tu as eu quatre étapes en arrivée au sommet. Ils auront Kuss, ils peuvent dire à Kuss, écoute, tu nous fais le rythme pour tous les deux, quoi. Il n'y a aucun des deux entre Vingegaard et Roglic qui a besoin de se sacrifier. Enfin, vu la densité que tu as sur la deuxième et la troisième semaine, honnêtement, il n'y a aucun sacrifice à faire. Pour moi, ils ont toutes les cartes dans leurs mains pour garder deux leaders le plus longtemps possible et voir s'il y a un des deux qui passe au travers sur on va dire, l'étape 3 pour moi, qui est Andorre, qui sera déjà un révélateur. Et potentiellement l'étape 6 aussi. On a déjà deux grosses étapes de montagne, première semaine, où tout de suite tu verras s'ils sont tous les deux au même niveau ou s'il y a déjà un petit écart. alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que quand ils ont organisé leur saison, donc Roglic était prévu pour le Giro, il a gagné le Giro, Vingegaard évidemment le Tour, et Roglic est à nouveau prévu pour la Volta. Vingegaard, on sait que depuis uniquement quelques semaines qu'il s'aligne sur la Volta, je pense que c'était encore indécis jusqu'au bout. Et donc ça, pour moi, c'est une sacrée différence, c'est que Roglic s'est préparé pour courir le Giro, pour gagner le Giro, pour faire la Volta, pour la gagner. Donc je pense qu'il y a cette différence qui est quand même assez importante. Et tu l'as souligné, il n'y a qu'un coureur là, qui a enchaîné Tour et Volta, c'est Froome. Donc ça veut dire que c'est ô combien difficile. Donc je pense que Roglic va arriver un petit peu plus frais et plus préparé aussi mentalement pour cette Volta. Alors, je vais être provocateur. Qu'est-ce que ça vaut la victoire de Roglic sur le Giro avec 14 secondes sur Geraint Thomas et une 15 sur Almeida quand tu sais que Vingegaard met 7 minutes à Pogacar? Ça veut dire très simplement que Vingegaard a plus de potentiel que Roglic, mais qu'étant donné que Vingegaard sur du Tour de France, ça rabat un petit peu les cartes et c'est difficile d'y voir clair. Et donc c'est pour ça que le débat est ouvert. Ce qui nous embête dans ce débat, c'est qu'on n'a pas eu Remco qui a fini le Giro, qui aurait permis de nous donner un élément supplémentaire dans cette discussion pour savoir parce que si Remco gagne le Giro avec 5 minutes d'avance sur Roglic, on n'a pas la même discussion là. Pas du tout. Et si Remco gagne le chrono avec une minute d'avance sur Vingegaard, oh là, on va en entendre parler de ça aussi. Ok, bon, en tout cas, je pense que j'ai bien compris vos positions. Pour vous, c'est Jumbo, c'est Roglic, plutôt avec quand même deux pavés jetés à un Pirot qui voit pas du tout Vingegaard et Nico qui voit Evenepoel plutôt en retrait. Est-ce qu'il y a parmi ces coureurs, pour terminer ce débat, est-ce qu'il y a parmi ces coureurs, cette liste ou d'autres coureurs que vous sentez un peu vous mêler à la lutte, on va dire pour le top 5 ou peut-être le top 3? Autre que les Ayuso et Evenepoel dont on a déjà parlé. Ah, Pierre Marchand? Oui. Alors moi, je vais en citer qu'un, sinon ça pourrait être très long. Enric Mas, qui pour moi avait franchi un palier fin de saison dernière, qui en montagne était capable quasiment d'être au niveau de Pogacar, voire de Remco sur la Volta.
qu'on n'a pas du tout vu, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu ou ça m'a échappé, peut-être que je travaillais, sur cette saison 2023. Et je me dis que s'il a son meilleur niveau, il peut jouer. Après, son problème, c'est le chrono. Et vu qu'il n'y a que des rouleurs dans les favoris, il y aura 1 minute 30, je pense, à la fin du chrono, quoi. Henrik Mas qui sort donc première étape du tour, fracture de l'omoplate. À la rue sur le Dauphiné. Oui, à la rue sur le Dauphiné. Après, il a fait paradoxalement, il a fait des résultats qui sont bons sans être excellents sur les autres courses du reste de l'année, mais qui sont supérieurs à ses standards. Voilà, juste parenthèse fermée, excepté le Dauphiné qui reste moins Fait bon 6 que. du Tirreno et 5 du Pays Basque. Voilà, Je dirais dans le prolongement de sa fin de saison 2022, moi. exactement. Bah, ok, bah, je pense qu'Henrik Mas, encore une fois, c'est l'inconnu. Ça sera, on verra comment il a pu s'entraîner suite à sa fracture de l'omoplate et comment il a été remis de sa fracture de l'omoplate. Ça va être, je pense que on va être très très vite fixé, hein. Étape numéro 3, voire même bon, l'arrivée à Barcelone, étape 2, se finit un petit répète show, mais on va être très très vite fixé, je pense, dès l'étape 3 sur niveau de masse. Nicolas, pour clôturer le débat, et toi, un coureur dont on n'a pas parlé là? Très vite, Timen Arensman, dont on parle peu, mais je dois bien faire un petit truc. Être au top 5, parce que Arensman il fait 6e sur ce Giro 23, il fait 6e de la Vuelta à 22 et il gagne à la Sierra Nevada, magnifique étape, je crois qu'il était échappé. Il est dans une équipe où je pense qu'il peut avoir aussi, il y a Geraint Thomas, alors je ne sais pas s'il y aura Rodriguez à avoir, mais il peut avoir aussi son mot à dire et il peut être aussi, il peut avoir pas mal de liberté, donc je vois bien Timen Arensman. Je ne veux pas jouer les troubles faits pour le podium, mais voilà, pourquoi pas un peu titiller peut-être sur quelques étapes les favoris. Ok, bah écoute, très bien. Je pense qu'on a été assez complet. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique un peu plus détente, à la rubrique questions express. Donc là, ça va être très vite. Je vais vous donner les règles du jeu, messieurs. Ça s'appelle un qui sera. Donc ça sera qui sera et il y aura une question. Vous avez 5 secondes ou 10 secondes tout au plus pour répondre. Je veux juste votre réponse très rapidement. Vous pouvez argumenter, mais l'argument c'est une phrase, pas plus. Vous avez compris? C'est du tac au tac. Vous devez tous les deux Non, répondre. moi, je n'ai pas compris. T'as pas C'est compris? chacun de notre tour, c'est le premier qui répond, c'est ça que j'ai Non, pas non, compris. non. Vous répondrez chacun votre tour à la même question. Chacun son tour. Et Ok. on alternera. On alternera. On va dire que c'est Nico qui commence pour la première question. Après, ça sera Pierrot et ainsi de suite. Au pire, je vous donnerai. Vous inquiétez pas, je vous guiderai. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ok. Ça doit aller vite. Vous pouvez faire une petite phrase d'argumentation, mais il faut que ça soit rapide. Il faut que ça sorte du chapeau, quoi. Vous êtes Et prêts, oui, messieurs? et oui, pas d'argumentation. Vas-y. On commence avec Nico. Nico, première question. Qui sera le premier maillot rouge de cette Volta? Attila Valter. Attila Valter. Pierre Marchand? Vingegaard. Regarde, très très bon. On continue avec Pierre Marchand. Question numéro 2. Qui sera le meilleur français de ce tour? Classement général. De ce Volta. Romain Grégoire. Nico? Lenny Martinez. Troisième question, on continue avec Nico. Qui sera la révélation de la Volta? Ça peut être large, révélation. Lenny Martinez. Lenny Martinez. Pierre Marchand. À nouveau. Romain Grégoire. On n'a que 2 coureurs. Pierre Marchand, on continue avec Pierre Marchand. Qui sera la déception de cette Volta? Vingegaard. Nicolas? Richard Carapaz. N'hésitez pas si vous avez une petite phrase, vous pouvez argumenter très rapidement. Mais je sens que on vous sort êtes les déjà... prénoms comme ça, on sort les prénoms du chapeau, on sait pas ce qu'on dit. Allez, on continue avec Nico. Qui sera le coureur qu'on n'attend pas et qui ne fera rien? On n'attend pas et qui fera rien. Eh oui, messieurs. Higuita. S'il le fait. On Je sais pas, on l'attend pas, il fera On rien. ne l'attend pas et il fera rien. Ouais, Higuita. Pierre Marchand? Sylvain Chavanel. Hugh Carty. Hugh Carty. On Ah oui, continue bien. avec Pierre Marchand. Qui sera le meilleur sprinter de cette Volta? Joker. Nicolas? Je connais pas. Allez, Honnêtement, vous j'ai avez, pas le une droit, idée. vous avez le droit à un joker chacun. Je sais pas qui c'est. Honnêtement. Joker aussi, je sais pas qui va faire les sprints. Joker. Oh, les trompettes. Ah là là. Ah, les trompettes. Bon, qui Franchement, sera la meilleure Joker. équipe? Nicolas, qui sera la meilleure équipe de cette Volta? Jumbo. Pierre Marchand. Ouais, comme Nico, on en a parlé tout à l'heure, Jumbo. On continue avec Pierre Marchand. Qui sera le super combatif? Allez, messieurs, soyez imaginatifs. David Echevarria? Ah oui, c'est vrai qu'il faut plutôt taper dans la filière espagnole. Après, Landa, on ne sait pas s'il le fait.
Landa combatif. Ouais, bon, on sait jamais. Maintenant qu'il va partir chez la Quick-Step. Non, je vais être franco-français encore. Romain Bardet, qui va faire le spectacle. Ok, Nico. S'il le fait, Giulio Ciccone. Ah oui, normalement il le fait. On continue avec Nicolas. Qui sera le coureur que vous voulez voir gagner? Au sens large. Gagner Au général, étape. Est-ce qu'il y a un coureur que une tu as envie de étape voir ou Comme tu veux. Étape ou général. Quelqu'un que tu as envie de voir gagner. Lenny Martinez sur une étape? Pierre Marchand. Un coureur de la FDJ, Pénouette, Martinez, Grégoire, que sais-je, mais un de la formation, un ex-Conti de la FDJ. Ok, très bien. On continue avec Pierre Marchand. Cette fois-ci, qui sera le coureur que vous ne voulez pas voir gagner? Le coureur que je ne veux pas voir gagner, Henrik Mas. Nico. Je vais pas me faire des amis. Evenepoel. Oh là là, mais pourquoi? Oh là 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 là. Il a déjà assez gagné comme ça, qu'on en laisse un petit peu aux autres. Et pourquoi Henrik Mas pour Pedro? Je parlais plus pour le général, parce qu'il y a des coureurs qui me font plus rêver qu'Henrik Mas. Ok. Même si j'ai rien contre lui. Voilà, un argument, c'est simple. J'apprécie l'Espagne. Une phrase. J'ai rien contre Remco non plus. Vive la paella. Et vive les frites. Ok, on continue. Il reste plus que 2 questions. On continue avec Nico. Qui sera le coureur qui va gagner à l'Angliru? L'impression que vous Ayuso. connaissez. Ayuso. Tiens, intéressant. Pierre Marchand. Lenny Martinez. Remco. Ah, intéressant. Oh là là, ça c'est. Remco sur ses pourcentages. Oh, Et enfin, la dernière question, messieurs. Alors là, vous n'allez pas pouvoir me sortir les 5 coureurs que vous avez depuis le début. Qui sera la lanterne rouge, Pierre Marchand? Je pensais à Max Waltscheid de la Cofidis s'il le fait. Mais sinon, un mec de la Cararois là. Nico. Ouais, je vois bien un mec de la Loto. Un Thomas de Rennes peut être lanterne rouge. Ok, bah, écoute, c'est noté. C'est dur. Il peut. On un mettra, Van Poppel. Je pense que tu vas pas te faire des amis en Belgique sur les 3 dernières minutes. Si, de Rennes, c'est rigolo. Oui, bon, bah voilà, écoutez, messieurs, je pense qu'on a quasiment terminé. Je vais juste partager vos pronos puisque vous me les donnez. Et je vais vous laisser 1 minute chacun pour m'expliquer pourquoi vous êtes arrivé à ce classement. Alors, je vous les montre. Alors, déjà, ce qui peut surprendre, c'est qu'il y en a un qui m'a donné un top 10, qui a respecté la consigne, qui s'appelle Nico. Donc, bravo à lui. Et puis, il y en a un qui n'a pas réussi à me donner 2 noms de plus, c'est Pierre Marchand. Donc, c'est lui qui va commencer sur l'explication. Pierre Marchand, tu as 1 minute pour m'expliquer ton top 10. Voilà. Alors, pour expliquer les coulisses, au départ, on est parti sur un top 5 et ensuite sur un top 10. Donc, moi, j'ai coupé la part en deux, j'ai donné un top 8. L'exercice est entrée aléatoire. Et pour la raison qu'on a discuté tout à l'heure, je vois pas Vingegaard être dans les premiers. Donc, je commence par ceux qui n'y sont pas. Et ensuite, pour l'ordre, Roglic, parce qu'il a la meilleure équipe et parce que Roglic, c'est quand même une valeur sûre quand il ne tombe pas. Et derrière, Remco, parce qu'il est très fort. Et je pense qu'il n'y a que Roglic qui peut le faire plier à l'usure. Et en 3e place, je m'arrêterai au commentaire du podium, Ayuso, parce que je pense que ça sera une confirmation de ce qu'il a fait l'an dernier. Et il ne sera pas trop loin. Je pense qu'il n'y aura pas trop d'écart entre les 3 premiers de cette Vuelta. Voilà. Ok, je continue rapidement ta liste quand même. 4e, tu nous as mis Mas, que tu ne veux pas voir gagner, on l'a entendu. Almeida en 5e, le Portugais, un petit peu dans la continuité de son Giro, mais juste derrière. Carapace, l'Équatorien, pas si mal. 7e, Vlasov, le Russe. 8e, Thomas. Nicolas, est-ce que j'ai besoin de rappeler ton top 10 ou tu l'as devant les yeux? Je l'ai devant les yeux, c'est tout bon. Allez, tu m'expliques, tu me fais rêver en 1 minute. Qu'est-ce qui va se passer cette Vuelta? Très rapidement, moi je vois Roglic vainqueur parce que je l'ai dit, la Jumbo est en mission, la Jumbo veut faire ce triplé historique, donc je le vois vainqueur. Je vois Vingegaard très bien placé. Pour moi, ça va être un super équipier. Il va être là, un peu à l'image d'un Yates sur le Tour de France, Adam Yates. Donc je le vois 3e. Derrière, j'en ai parlé, les 2 UAE qui pour moi me font une forte impression. Donc, j'ai mis Ayuso 2 et Almeida 5. Pour moi, c'est ceux qui vont concurrencer la Jumbo. Evenepoel, c'est ma théorie. Je pense qu'il va avoir un coup de main en main sur une étape, peut-être en fin de tour, en 3e semaine. Donc, je le vois en 4e place. Et il peut avoir le maillot rouge
assez tôt, il peut le garder, mais je le vois bien avoir un coup de main bien sur une étape, donc je l'ai mis 4. Et après, c'est simple, bon, j'ai mis Mas en 6 parce que un Espagnol, il est chez lui et je pense qu'il a à cœur quand même de se racheter de cette saison. Et après, j'ai mis que des gars qui ont bien figuré sur le Giro cette année et évidemment qui roulent bien, qui grimpent bien. 7 Arensman, 8 Caruso, on n'en a pas parlé, mais Caruso, il fait un super Giro et je le vois bien être là. 9 Geraint Thomas et 10 Eddie Dunbar. Voilà, ces 4 gars qu'on perfait sur le Giro. Donc, je me suis dit, ils sont en forme, ils ont les jambes, donc je les vois bien occuper ces places de 7 à 10. Écoutez, messieurs, c'est très clair. Je vous remercie pour ces informations et je vous remercie surtout de vous être mouillés parce que vous avez quand même fait des pronostics qui peuvent un peu surprendre. Donc, écoutez, au moins on ne pourra pas dire que vous n'avez pas joué le jeu, vous n'êtes pas mouillé. Est-ce que vous avez On un peut petit demander mot? juste aux présentateurs son favori. Ah oui, alors moi je vais contrebalancer ce que tu as dit. Pour moi, c'est Remco. Moi, je veux voir Remco gagner. Voilà, messieurs. Le doublé de Remco. Je veux le doublé de Remco, je veux le voir défier UAE et Jumbo. Ouais, Forza À lui Remco. tout seul. Ouais, Forza Remco pour moi. Moi, franchement, honnêtement, c'est un coureur que j'aimais moyennement au départ, enfin que je suivais sans plus et que j'ai envie de voir gagner depuis quelques mois maintenant, même depuis l'an dernier. J'ai pris plaisir à le regarder et allez Remco. Remco Fanboy. Ouais, j'en fais partie peut-être. Mais allez, un dernier mot pour conclure, monsieur Marchand et Nico, est-ce que vous avez un petit mot, voilà, un petit truc? Ouais, moi je vous dis à la semaine prochaine, une fois que la start list sera définitive, on refera l'émission et comme ça, peut-être qu'on Ouais. aura plus de noms en tête. Ouais, on va tout reprendre depuis le début. Ouais, c'est possible. C'est possible que ça. En tout cas, je serais curieux de ressortir vos deux top 10 dans 4 semaines maintenant. On risque de rigoler un petit peu et c'est le but de Oh l'émission. oui. Messieurs, passez une bonne fin de journée et en attendant, j'espère que pour vous tout roule, hein. Salut. Ciao Pierrot. Ciao, Ciao Pierrot. ciao les gars.